للماء المودة والصداقة. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. Rassemblement au Akkar au Liban Nord en faveur de la remise en service de l'aéroport René Mahouad. Un sit-in organisé par la société civile et la Fédération des municipalités régionales. Les soldats turcs et des rebelles syriens sont entrés dans le centre de la localité d'Al-Bab. La prise de ce bastion de l'organisation État islamique serait imminente, dixit Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Vous le voyez, Pyongyang procède à un tir d'engin balistique à moyenne portée, le premier depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain a réagi assurant que Washington se tenait derrière le Japon à 100%. Bienvenue à vous tous, échauffourés lors d'un sit-in pour la réactivation de l'aéroport de Cléat. Ces images ont été tournées ce matin dans le Akkar au Liban Nord lors d'un rassemblement en faveur de la remise en service de l'aéroport René Mahouad. Un sit-in organisé par la société civile et la Fédération des municipalités de la région. La raison des échauffourées, un discours qui n'était pas prévu au programme. Les forces de sécurité ont dû intervenir pour apaiser les tensions. Depuis que le risque aviaire menace l'aviation civile à l'aéroport international de Beyrouth, les appels à rouvrir l'aéroport René Mahouad se multiplient. Toujours au Liban Nord, le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, en tournée dans la région de Byblos. L'occasion pour le leader du CPL de s'exprimer sur les dossiers emblématiques, notamment celui de la loi électorale. Pour Bassil, l'égalité et la parité doivent constituer les fondements du nouveau mode de scrutin. Le dossier de la loi électorale devra être examiné par le gouvernement ou faire l'objet d'un dialogue, a encore estimé le ministre. Des discussions entre différentes formations politiques ont lieu depuis plusieurs semaines en vue de l'adoption d'une nouvelle loi électorale dans la perspective des législatives prévues en mai prochain. Dans le reste de l'actualité régionale, les soldats turcs et des rebelles syriens sont entrés dans le centre de la localité d'Al-Bab et la prise de ce bastion de l'organisation État islamique dans le nord de la Syrie est imminente. Déclaration ce dimanche du président turc Recep Tayyip Erdogan. Les combattants de l'EI ont entamé leur retrait total de la ville selon le chef de l'État. Erdogan, et je cite, Al-Bab n'est qu'une étape avant le but final, Raqqa. Les explications de Cécile Adobati. Les troupes turques et les rebelles syriens entrent dans Al-Bab. Dans leur viseur, l'organisation de l'État islamique qui tient la ville depuis 2014. Les combats, intenses, sont soutenus par des bombardements et des raids turcs. Sur ces images postées sur les réseaux sociaux, les rebelles reprennent l'hôpital d'Al-Hikma. Rue après rue, ils s'emparent de plusieurs secteurs. Les ingénieurs sont en train d'enlever les mines posées par les criminels de l'organisation de l'État islamique. Ils n'ont pas planté des arbres, mais des mines. Si Dieu le veut, nous les retirerons toutes. L'armée syrienne et la coalition turco-rebelle se disputent la reprise d'Al-Bab. Les fidèles de Bachar al-Assad sont bloqués à la périphérie de la ville. Ils ont été pris de court par les rebelles. Nous sommes dans la ville d'Al-Bab et si Dieu le veut, dans les prochains jours, les prochaines heures, ce sera la fin de l'organisation de l'État islamique à Al-Bab. Comme nous l'avons promis à nos familles, nous libérerons la ville. Sous pression, les djihadistes ont été contraints ces derniers mois de reculer vers le nord de la Syrie. Plus à l'est, les forces démocratiques syriennes, une alliance kurdo-arabe soutenue par une coalition internationale, sont quant à elles tout près de Raqqa, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans le reste de l'actualité, la colère d'une partie de la rue américaine ne retombe pas. Des milliers de personnes ont à nouveau défilé ce week-end contre la politique du président. Donald Trump est pourtant persuadé d'avoir l'assentiment d'une bonne partie de la population sur les dossiers emblématiques. La Maison-Blanche, elle, affirme par exemple qu'une majorité est favorable au décret qui cible les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Reportage à Fargo, dans le Dakota du Nord, le deuxième État avec la plus forte concentration de réfugiés. Gallagher Fenwick. Le débat sur l'arrivée de nouveaux réfugiés aux États-Unis est tendu dans les villes qui en accueillent le plus. C'est le cas de Fargo dans le Dakota du Nord.
Le maire adjoint soutient une proposition de loi qui autoriserait sa municipalité à refuser d'en recevoir davantage. Si vous n'avez pas le contrôle de vos frontières et tout ça, alors vous n'avez plus de pays, c'est juste un endroit. Faire localement ce que le président cherche à imposer à l'échelle nationale. L'élu veut nous montrer que la mesure est populaire dans ses rues, mais la réaction des habitants est mitigée. Le tribunal l'a dit, il n'y a aucune preuve. Les 3 juges nommés par président sont tous d'accord. Donc vous pensez qu'à Fargo, on ne devrait pas se soucier de ça? Moi, je suis plus préoccupé par le nazi qui menace les gens avec son compte Twitter. On ne sait rien de ce qui se passe. Est-ce qu'on en accueille trop? Peut-on se permettre d'en gérer plus? On a besoin de réponses à ces questions. À la mosquée locale, de nombreux fidèles sont originaires des pays ciblés par le décret présidentiel. Parmi eux, les Somaliens, comme Hukun Abdullah. Avant l'élection présidentielle, on se sentait les bienvenus à Fargo. Mais après les élections, tout d'un coup, tout a changé. À la méfiance croissante à leur égard, ces activistes répondent en mettant en avant la contribution des réfugiés à la vie et à l'économie locale. Nous avons Asli ici qui fait de la couture, elle est très douée. Son mari peut aider avec les déclarations d'impôts. Asli fait aussi du henné. Donald Trump a fait savoir qu'un nouveau texte serait en préparation pour remplacer celui qui reste suspendu par la justice. Dans un tout autre registre à présent, d'après une analyse approfondie de l'Organisation météorologique mondiale, 2016 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. De nouveaux records ont également été battus dans l'Arctique, qui se réchauffe 2 fois plus vite que la planète dans son ensemble. Le reportage d'Isabelle Romero et Anaïs Guérard. Preuve incontestable du réchauffement climatique, la glace de l'océan Arctique a fondu de plus de 40% en 35 ans. Voilà ce qui alarme le Parlement européen qui vient d'adopter une résolution pour défendre cet écosystème menacé. À Arctic Frontières, les experts tirent la sonnette d'alarme. À l'intérieur des terres, vous pouvez constater des températures supérieures à la moyenne de 10 degrés au Svalbard. Et au Svalbard, certains fjords qui étaient pris par les glaces ne sont plus gelés. C'est un changement dramatique et cela reflète bien ce que nous faisons à la planète. À Tromsø, dans le nord de la Norvège, ces changements climatiques ont aussi un impact sur les troupeaux de rennes. Vous avez ces périodes de temps doux en hiver, même à l'intérieur des terres. À ce moment-là, la couche de neige s'effondre, puis elle gèle à nouveau. Elle devient très dure. Et c'est plus difficile pour les animaux de creuser pour atteindre les plantes qui se trouvent en dessous. Une étude scientifique a montré que les rennes du Svalbard ont perdu 12% de leur poids en 16 ans, faute de pouvoir se nourrir des lichens gelés dans le sol. Mais ici, dans les montagnes, les Samis, autrefois nomades, ont toujours accompagné la transhumance des rennes, qui est aujourd'hui limitée. Les 2/3 du nord de la Norvège sont réservés par la loi au pâturage des rennes. Mais sur ce même territoire, le gouvernement a aussi le droit de développer l'extraction minière ou la construction urbaine. Cette surexploitation de la nature est une préoccupation pour la présidente du Parlement Sami en Norvège, qui défend la culture et le mode de vie de son peuple. Tout d'abord, les peuples autochtones sont punis par le réchauffement climatique, alors que très peu d'entre eux y ont contribué. Pourtant, ce réchauffement ouvre la porte à de nouvelles industries. Je pense qu'on ne prend pas assez en compte notre expérience et notre savoir, parce que les peuples autochtones ont une connaissance particulière de la nature, du climat et de la météo. Une cause défendue par le Parlement européen dans sa résolution sur l'Arctique, qui demande de bannir le fioul lourd dans les transports maritimes et d'associer davantage les peuples autochtones à la prise de décision sur l'exploitation de leurs ressources naturelles. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.
Retour en direct sur le plateau d'Info. Les Nord-Coréens ont procédé ce dimanche à un tir d'engin balistique à moyenne portée. Après quelques mois d'accalmie, c'est le premier tir depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce lancement de missiles a eu lieu alors que se tient en même temps aux États-Unis un sommet entre le président américain et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Donald Trump a réagi et a assuré se tenir derrière le Japon à 100%. Les explications d'Alix Van Pie. Le missile a été tiré de la base aérienne de Bangyeon, dans l'ouest de la Corée du Nord. Selon les autorités sud-coréennes, il a parcouru près de 500 km avant de tomber dans la mer du Japon. Il s'agirait d'un missile de portée intermédiaire Musudan, un modèle que Pyongyang a déjà testé à 2 reprises en 2016. La Corée du Sud a immédiatement qualifié l'acte de provocation. C'est la première fois de l'année que la Corée a tiré un missile et le gouvernement condamne cette action. Ce n'est pas seulement une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, cela menace aussi la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne, mais aussi dans toute la communauté internationale. Pour le ministère sud-coréen, la provocation armée avait un but, tester la réaction de Donald Trump et de son administration. Le président américain a réagi de sa demeure en Floride. Il y passait le week-end avec le Premier ministre japonais en visite officielle aux États-Unis. Je veux que tout le monde comprenne bien que les États-Unis d'Amérique soutiennent le Japon. Un très bon allié. Et nous le soutenons à 100%. Lors de la même conférence de presse, Shinzo Abe a dénoncé un acte intolérable. Depuis des années, la Corée du Nord développe son armement nucléaire et ses missiles. À terme, le pays souhaite que son système nucléaire puisse atteindre le sol américain. Vous l'aurez compris, ce premier tir de l'année pour la Corée du Nord a sans doute un objectif interne de propagande. Le régime célèbre en effet dans quelques jours l'anniversaire de Kim Jong-il, le père du dirigeant Kim Jong-un. La correspondance de David Zavaglaya à Tokyo. Ce n'est pas la première fois qu'un missile nord-coréen vient s'abîmer dans la mer du Japon. L'an dernier, il y en avait déjà eu plusieurs. Et à chaque fois, c'est beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui encore, la news tourne en boucle dans les médias japonais. Et évidemment, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a réagi très vivement en disant que c'était un acte absolument intolérable, que c'était une menace très sérieuse à la sécurité du pays. Ça, c'est vraiment le discours habituel, mais c'est vrai que la nouveauté ici, c'est le contexte dans lequel a eu lieu ce tir de missile, puisque c'est le premier depuis l'élection de Donald Trump. Et c'est vrai que depuis cette élection, beaucoup de Japonais avaient des doutes sur la façon dont allaient évoluer les relations entre le Japon et les États-Unis, notamment à cause de certaines critiques de Trump vis-à-vis du Japon. Et finalement, ce tir de missile est arrivé juste après la rencontre entre Shinzo Abe et Donald Trump aux États-Unis. Et au cours de cette rencontre, finalement, Trump a affirmé son soutien très clair au Japon. Il a dit que les États-Unis étaient vraiment derrière le Japon, que c'était son allié à 100% selon ses termes. Et cette déclaration de 100% a été énormément reprise dans les médias japonais. Donc c'est ça le seul côté rassurant de cette histoire, je dirais. Parce que malgré tout, il reste encore énormément d'inquiétudes au Japon à cause du fait que ces tirs de missiles vont certainement continuer. Dans le reste d'actualité, l'Allemagne se dote d'un nouveau président. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères social-démocrate Frank-Walter Steinmeier, 61 ans. Il est soutenu non seulement par son parti, mais aussi par les chrétiens démocrates de la chancelière Angela Merkel. Frank-Walter Steinmeier succède à Joachim Gauck. Le rôle du président est essentiellement honorifique en Allemagne. Dépourvu du réel pouvoir, il représente davantage une autorité morale. Il est déjà présenté par la presse comme un anti-Trump, après avoir multiplié les critiques à l'égard du président américain. Et maintenant, en France, des incidents ont éclaté en marge d'un rassemblement de plusieurs centaines de personnes à Bobigny, en solidarité avec Théo, un jeune homme noir de 22 ans, victime d'un viol présumé lors d'une interpellation brutale le 2 février à Aulnay-sous-Bois. Des casseurs s'en sont pris notamment à coups de pied à des vitres d'immeubles, à des abribus et au mobilier urbain. Pierre Leduf. Déterminés, rassemblés pour Théo. Quelques dizaines de personnes à Strasbourg ou à Caen, plusieurs centaines à Toulouse ou ici à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Devant le tribunal, des manifestants de tous âges, des familles venues soutenir le jeune homme victime d'un viol présumé le 2 février. Par rapport à Théo, ce qui s'est passé, il faut que justice soit faite. Voir que la police des polices dit que c'est un accident alors que c'est impossible que ce soit un accident,
Le jeune homme a une déchirure de 10 cm. Un accident, c'est impossible. Au-delà du cas de Théo, les manifestants font part d'un ras-le-bol généralisé. Les rapports entre eux et la police, disent-ils, se dégradent. Depuis que je suis en âge d'être contrôlé, je suis contrôlé au faciès quotidiennement, insulté par la police, etc. C'est le quotidien des personnes noires et arabes en France. À la fin de la manifestation à Bobigny, quelques incidents éclatent avec les forces de l'ordre. Des jets de pétards provoquent des mouvements de foule. Sur ces images amateurs, les vitres de la gare routière sont réduites en morceaux. La gare routière, ils devront la refaire là. Puis une camionnette de RTL est brûlée, sans faire de blessés. 9 jours après l'interpellation de Théo, la tension n'est toujours pas retombée. À présent, ces images en provenance de Thaïlande. La Thaïlande qui honore Bouddha, les moines et les fidèles se sont rassemblés dans un temple bouddhiste à Pathum Thani pour célébrer les fêtes thaïlandaises de Maka Bucha. Beaucoup de personnes sont venues allumer une bougie pour la paix et honorer les enseignements du fondateur du bouddhisme. À présent, le plus célèbre carnaval du monde a lancé les festivités. C'est à Venise. Ils étaient nombreux déjà masqués et costumés, venus assister au spectacle inaugural. La fête n'en est qu'à ses prémices. Son programme va se dérouler jusqu'au 28 février. Chaque jour, des concours du plus beau costume seront organisés place Saint-Marc. Alix Van Pie nous raconte la suite. Ils étaient déjà là par centaines, à quelques heures du coup d'envoi du carnaval de Venise. Les participants ont investi la place Saint-Marc, un mélange de masques, de costumes. Certains se préparent à la fête depuis longtemps. Le carnaval de Venise est très spectaculaire. Nous avons fait nos costumes nous-mêmes. On vient admirer ce festival chaque année, il est merveilleux. À la Cité des Doges, jusqu'au 28 février, mieux vaut être costumé, ou du moins masqué. Masque de chat, d'arlequin, les boutiques regorgent de costumes typiques. Le mot d'ordre, le raffinement. Pendant le carnaval, un concours du plus beau costume aura lieu chaque jour sur cette place. Les vraies festivités ont commencé samedi soir avec ce spectacle aquatique sur le canal de Cannaregio. Le thème, la beauté, la mer et la vanité. Venise est une ville vraiment fabuleuse. J'ai toujours connu la ville la journée, mais ça vaut la peine de la voir la nuit. Et puis les lumières, la musique te vont droit au cœur. Le carnaval le plus photographié du monde débutera officiellement le 18 février. Les visiteurs auront 10 jours pour se plonger dans le passé et pour profiter des balles, des fêtes, des concerts. Ils auront lieu sur les places et dans les canaux de Venise. Et c'est sur ces très belles images que l'on se quitte tout de suite. Le rappel des titres. Un rassemblement au Akkar au Liban Nord en faveur de la remise en service de l'aéroport René Mawad, un sit-in organisé par la société civile et la Fédération des municipalités régionales. Les soldats turcs et des rebelles syriens sont entrés dans le centre de la localité d'Al-Bab. La prise de ce bastion de l'EI dans le nord de la Syrie serait imminente, dixit Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Et vous le voyez, Pyongyang procède à un tir d'engin balistique à moyenne portée, le premier depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain a tout de suite réagi, assurant que Washington se tenait derrière le Japon, et je cite, à 100%. Merci de votre attention, restez des nôtres puisque je vous retrouve à 18h heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Bon début de semaine à toutes et à tous. هذا الماء المودة والصداقة